Le cours de l'or en bourse a atteint des objectifs techniques théoriques majeurs après une belle hausse depuis le début de l'année. Alors, est-il temps de prendre ses bénéfices en bourse sur le cours du métal jaune? Point complet, technique et fondamental. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Fast and Forex. Nous allons parler du cours de l'or. L'or qui est très performant, qui affiche une performance boursière à 2 chiffres depuis le début de l'année, qui est à peine dépassée par la performance du cours du Bitcoin. L'or qui affiche une performance aussi en ligne avec le cours de l'argent métal. L'or qui a été soutenu depuis donc la cassure. L'or qui est en bull run, pour reprendre un terme cher à l'écosystème crypto-monnaie. L'or a réalisé, rappelez-vous, souvenez-vous, si vous suivez mes émissions depuis maintenant plusieurs mois, une cassure technique haussière en février dernier de son record historique dans le cadre d'une tendance haussière de fond, et le fait de dépasser une résistance dans le cadre d'une tendance haussière de fond fait que le marché atteint donc de nouveaux records. À partir de là, nous étions dans un no man's land technique puisqu'il n'y avait pas de prix technique référent dans le passé. Les outils de l'analyse technique permettent de se projeter, qui a eu des objectifs de cours théoriques, en particulier les extensions de Fibonacci, l'approche fractale, les vagues d'Elliott, et donc soutenu par de nombreux facteurs fondamentaux, que je vais d'ailleurs tous reprendre. Et je vais poser la question suivante. Ces facteurs fondamentaux sont-ils épuisés? Parce que, alors, c'est bien d'atteindre des objectifs de cours technique, ma cible a été faite. 2600, 2700 $, c'est la cible que je vous ai proposée en début d'année. Objectif atteint, c'est bien, je suis content, vous êtes content, je l'espère. Maintenant, vous êtes probablement tous en gain sur l'or, via probablement un ETF. Bon. Est-ce que vous vous posez la question d'encaisser, prendre des bénéfices ou pas? Moi, je vous dis, prenez pas vos bénéfices. Déjà, une position de trading, ou même d'investissement, peut s'accompagner avec un ordre stop suiveur. Et en cas de choc brutal, le stop suiveur vous permet de sortir et de sécuriser l'essentiel de vos gains. C'est une tendance de fond, elle est là, elle est puissante. Donc, dans cette vidéo, je passe en revue tous les facteurs fondamentaux de soutien, et nous en faisons le diagnostic. Épuisé, pas épuisé. Et d'un point de vue technique, le fait d'atteindre des objectifs de cours, c'est bien, c'est une chose. Mais jamais l'analyse technique a dit, parce qu'on a atteint un objectif de cours technique, que c'est un signal de vente. En analyse technique, un signal de vente, c'est des divergences baissières. Mais pas seulement, c'est même pas suffisant. C'est une pattern de renversement baissier. L'or d'ailleurs, et ça peut être aussi l'axe du temps. Le dernier cycle haussier avait duré 12 ans, entre 1992 et 2011. Là, ça fera 12 ans en 2026-2027. Mais on peut travailler l'axe des prix, l'axe du temps. Et lorsqu'en 2011, le cycle haussier s'était terminé, il y avait bien eu une pattern de fin de hausse. Est-il temps de prendre ses bénéfices ou faut-il simplement remonter les stops? Voilà donc tous les sujets dont nous allons parler dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Et donc je déclare ouverte la session, chers amis, vous êtes installés chez vous quelque part, dans le métro, dans le train, dans le tram peut-être, hein, bon, à la forêt, dans la forêt, chez vous, dans le canapé. Et donc le rideau s'est ouvert, vous découvrez le plan. Le cours de l'or est en hausse de 30% depuis le début de l'année en bourse, sur fond essentiellement, mais pas que, de primes de risque géopolitique et d'une conjonction de facteurs de soutien fondamentaux. Les objectifs de cours techniques de long terme sont atteints. Faut-il prendre ses profits ou simplement remonter le stop gain suiveur? 4 parties. Première partie, le gold atteint les cibles théoriques techniques de long terme, faut-il vendre? Je commence par la partie technique. Donc, et on va théoriser, on va reprendre tous les outils, la signification de l'analyse technique. La différence entre atteindre des objectifs, valider un signal de fin de hausse. Deuxième partie, tour d'horizon des facteurs fondamentaux haussiers, et sont-ils épuisés? Bon, est-ce que la paix dans le monde est revenue? Voilà, c'est une vraie question que je me pose, j'ai du mal à répondre, je plaisante. Mais ce n'est qu'un facteur, la géopolitique, c'est vraiment, et limite, c'est pas le plus important. Relance chinoise. L'or va-t-il en profiter? La relance chinoise qui a été massive, je vous renvoie vers le Top Gun que je vous ai proposé en début de semaine qui en fait la synthèse. Or versus Bitcoin, l'arbitrage pourrait évoluer ces prochains mois. Attention, or versus Bitcoin, première partie. Gold, des cibles haussières théoriques de long terme ont été atteintes. Alors, des cibles haussières théoriques de long terme ont été atteintes sur le cours de l'or. De quoi parlons-nous? Nous parlons des cibles qui ont été engagés ici en début d'année, en février-mars, lorsque l'or a réalisé une cassure haussière de son ex-ATH, les 2075 $. Ici, c'était le cours de clôture. C'était d'ailleurs alors, d'abord, il y avait des 1920 $ qui avaient été cassés déjà en avril 2023. Puis, il y a eu le record historique ici de la période du Covid, qui a donc été brisé en début d'année. Et en analyse technique, dans une tendance haussière de fond,
Bon, je vous fais pas, je vous montre la tendance de l'or depuis 60 ans. Vous êtes d'accord avec moi, hein, hausse, conso, hausse, conso. C'est la définition des creux des sommets ascendants. C'est une tendance haussière de fond. Donc, en tendance haussière de fond, le message que dévoile l'analyse technique lorsqu'il y a un breakout, c'est-à-dire un dépassement de résistance qui s'appuie dans un contexte de tendance haussière de fond, c'est un signal d'achat. Ce fut exactement le cas en début d'année. Et notez la précision technique. Le breakout, le petit pullback. Voilà, c'est à toute personne qui doute de l'analyse technique, je lui montre l'or, et il rentre chez lui et il commande sur Amazon 5 bouquins d'analyse technique. Mais il n'y a pas que l'or sur lequel ça fonctionne. Mais ça fonctionne très bien sur l'or. Et donc, depuis, la tendance haussière s'est déployée et nous voilà ici, me direz-vous, ok, c'est bien, nous sommes à 2600, 2700 $. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous êtes sur un no man's land technique, nous n'avons pas de résistance passée. Vous voyez, dans le passé, j'ai beau remonter à un siècle, l'or n'a jamais été au prix actuel. Donc, lorsque l'or a réalisé une cassure haussière, il fallait bien se projeter. Pour se projeter, nous pouvons utiliser les extensions de Fibo, l'approche fractale, c'est d'ailleurs un des rares outils qui permet de se projeter. L'approche fractale, l'approche en vague, que nous allons donc reprendre ensemble. Alors, l'or, lorsqu'il a fait son breakout, a donc développé davantage ce que j'appelle moi la vague 5. Dans une impulsion haussière, il y a 5 temps, premier temps, deuxième temps, troisième temps, ici, qui avait été développé avec le Covid, quatrième temps, et donc cinquième temps, nous sommes dans son cinquième temps depuis novembre 2022. Lorsque l'or a réalisé donc son breakout, moi je me suis projeté sur les objectifs théoriques de la vague 5. Alors j'y viens, et je vais vous montrer donc que nous y sommes quasi. Alors, je vais raconter ça dans un détail, mais d'abord je retourne sur ce petit PowerPoint, parce que bon, j'ai quand même mis des choses à l'écrit, donc on va le lire. Alors, en atteignant les 2600 $, le cours de l'or atteint les cibles théoriques techniques haussières de long terme. Alors au passage, l'or affiche, ici vous avez, donc je suis sur TradingView, j'ai donc ajouté, comparé un certain nombre d'actifs, je clique sur Year to Date pour avoir ça depuis le début de l'année, et je vais clic droit sur l'axe des ordonnées, et je fais pourcentage. Et donc depuis le début de l'année, vous voyez que seul Bitcoin bat l'or. Bon, bien sûr qu'il y a plein d'actions qui font mieux, mais j'ai fait une sélection ici des indices. Donc Bitcoin est à plus 40, l'argent est à plus 31, l'or est à plus 27, et en tout cas tout ce beau monde. Alors Bitcoin étant décrit par le patron de BlackRock comme étant l'or numérique, et l'or classique, le XAUUSD, et son petit frère, le XAGUSD, l'argent métal, sont au-dessus en termes de performance à tous les indices boursiers. Et même le marché obligataire. Lorsqu'on regarde maintenant au sein des métaux, l'or et l'argent sont au-dessus du cuivre, au-dessus du platine et au-dessus du palladium. Donc vraiment, ce sont des performances importantes qui peuvent donner déjà simplement envie de prendre ses profits, d'autant plus que donc des cibles importantes ont été faites sur le plan technique. Nous allons donc commencer par cela. Le fait d'avoir atteint des cibles théoriques et d'être en surachat massif. Alors, ce surachat massif, je peux l'illustrer par exemple en utilisant donc un indicateur de momentum comme le RSI, indicateur de momentum comme le RSI, qui est donc ici, qui est donc en zone de surachat au-dessus des 70, mais qui n'est pas encore au contact des zones extrêmes de surachat qu'a pu atteindre dans le passé l'or. Mais nous avons par exemple le niveau qui avait été atteint ici à la fin d'un cycle haussier de 12 ans, regardez, 1999-2011, et donc ensuite, l'idée en fait c'est ça, moi je cherche à prémunir le début de ça. Nous n'y sommes pas du tout, mais pas du tout, mais ce que je veux dire c'est que regardez à l'époque, nous avons commencé à être en surachat ici, puis en surachat ici, et ici, nous avons eu une divergence. Ah ben voilà qui est différent. Être en surachat et avoir des divergences. Là, il y avait une divergence baissière. Et ce fut le début de la correction. Pour l'instant, nous sommes en surachat, il n'y a pas de divergence. En tout cas, pas sur cet horizon de temps long. Alors, la réponse est plus nuancée. Donc, déjà, première chose, c'est le sujet de la vidéo, faut-il tout vendre maintenant? Non. Non. Par contre, à mesure que le mouvement se développe, vous pouvez déjà remonter l'ordre stop suiveur, si votre plateforme de trading le propose, bien sûr. Après, si la plateforme de trading ne propose pas l'ordre stop suiveur, le faites à la main. C'est un stop loss que vous remontez à la mano. Donc, le fait d'être en surachat massif n'est pas suffisant pour affirmer que la hausse va se terminer. Alors, revenons donc à ces histoires d'objectifs théoriques.
Ici, vous avez eu un cycle haussier de 12 ans, bear market, et donc nous sommes repartis pour un cycle haussier qui a commencé en 2016. Donc déjà, si on refait la même durée qu'avant, ça nous amène jusqu'à 2027. Bon, ça ne va pas nous aider à grand-chose. Un cycle haussier en analyse fractale, un cycle haussier, c'est 5 temps. C'est le mouvement, voilà, c'est le mouvement standard en vague d'Elliott, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. La vague 5 étant la dernière. La vague 5 se sous-décomposant elle-même en 5 temps. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons donc la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5. Et c'est assez perceptible visuellement, nous sommes dans la 1, 2, 3, la 3 de la vague 5. Donc, d'un point de vue fractal, le mouvement n'est pas terminé. En revanche, cet objectif de vague 5, cette vague 5, a des objectifs théoriques qu'on peut calculer de plusieurs façons. En général, la vague 5 représente 0,618 du bas de la 1 au top de la 3 reporté au bas de la 4. Parfois, une fois le bas de la 1 au top de la 3 reporté au bas de la 4. La vague 5 peut représenter 100% de la vague 3, 100% de la vague 1. La vague 5, et c'est finalement ce qu'il y a de plus commun, donc on vient de le voir, 0,618 du bas de la 1 au top de la 3 reporté au bas de la 4, ou une fois le bas de la 1 au top de la 3 reporté au bas de la 4. Tous ces objectifs que je viens de vous décrire, qui vous ont peut-être emmêlé les pinceaux, je les ai reportés sur le graphique. Et en particulier donc, le une fois, ici, une fois le bas de la 1, au top de la 3, au bas de la 4. Et boum, ça vient d'être atteint. Ça a été atteint en septembre, puisque nous avons là une nouvelle clôture technique mensuelle. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Donc ce que je vous dis, c'est que l'or a atteint un objectif de cours majeur, théorique, d'une vague 5, alors que nous sommes dans un no man's land technique et qu'il n'y a que l'analyse technique qui peut permettre d'avoir des objectifs de cours, puisque nous n'avons pas de référence passée. Par contre, cette vague 5, je pense qu'elle n'est pas terminée, à l'intérieur de laquelle je vois pour l'instant une sous 1, une sous 2, une sous 3, donc je pense qu'on peut peut-être avoir une sous 4, et il est possible que ça pousse encore davantage. Et en particulier, aller chercher ici, j'ai reporté 100% du cycle haussier de 1999 à 2011, au bas du bear market de 2015, et ça donne même du 2720 $. Donc, oui, c'est suracheté partout. Bien sûr que c'est suracheté partout. Les supports sont, regardez, en données hebdomadaires, on commence à avoir des divergences. L'écart à la moyenne mobile à 30 semaines. Le système Ichimoku Weekly, Tenkan et Kijun qui sont hyper loin. La moyenne mobile à 50 jours, on y revient tout le temps. L'écart à la moyenne mobile à 200 jours. Bien sûr que tout ça montre un excès et qu'il est tout à fait possible, et même souhaitable, que finalement l'or, à court terme, retrace. Ne serait-ce que par exemple, finisse par revenir au contact du nuage en données journalières, comme il le fait ici, dans la sous-vague 2 de la 5. Bon, c'est possible. En tout cas, le marché atteint des cibles ici, mais effectivement, si je reviens sur ce graphique de long terme, eh bien, dans le cycle précédent, regardez, nous avons été en surachat ici, c'était des pauses temporaires. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le fait d'avoir atteint ces objectifs majeurs pourrait au moins créer une pause temporaire. Quant à dire que la hausse est terminée, non. Voilà ce qui termine un cycle haussier. Là, vous avez le cycle haussier 99-2011. On avait fait une pattern, un double bottom, un double top. Vous voyez bien. Et ensuite, le bear market. Et ça avait mis 1 an à construire la pattern. Donc, voilà, il faut bien comprendre ça. Qu'inverser un cycle haussier, il faut une pattern de renversement baissier. Alors maintenant, on s'est posé la question technique. Les facteurs fondamentaux haussiers sont-ils épuisés? Alors, je me suis permis de les rassembler dans ce tableau. Les facteurs fondamentaux haussiers qui ont permis à l'or d'avoir la performance décrite en début de vidéo. Tout d'abord, la tendance baissière du dollar américain. Ce moteur de la hausse joue à plein régime, notamment depuis les débuts de l'été. Attention à court terme, il y a des divergences haussières en daily sur le DXY. Je pense que le dollar américain va rebondir à court terme face à un panier de devises, mais overall, eu égard à la trajectoire baissière attendue quant au cycle des taux d'intérêt de la Fed, qui pourrait être plus agressif que celui de la BCE, bon, ça reste encore à démontrer. Mais le fait qu'il y ait eu donc ce pivot de la Fed, qui pour l'instant l'est pour la bonne raison, eh bien, peut continuer à se traduire donc par
ces prochains mois, la baisse de la baisse. Attention, en revanche, à court terme, il y a des divergences en daily et en weekly, et cela donc peut venir corroborer le fait que l'or ait atteint ici une cible qui pourrait lui faire faire au minimum une pause intermédiaire, un retour sur les supports. Facteurs fondamentaux aussi sont-ils épuisés, tendance baissière des taux d'intérêt nominaux et réels. Alors, clairement, ça, ce n'est pas épuisé, puisque nous avons désormais donc un alignement des politiques monétaires accommodantes qui vont l'être de plus en plus. On ne va pas parler de politique monétaire accommodante quand même encore en Occident, mais en tout cas, il y a eu l'engagement d'un cycle baissier des taux d'intérêt, un alignement avec la Chine. La BCE, la Fed de la Chine devrait baisser davantage leurs taux ces prochains mois. Vous avez ici donc une comparaison du taux des banques centrales. La Banque centrale de Chine a plusieurs taux, mais ici vous avez les réserves obligatoires. La tendance est baissière, et donc les banques centrales occidentales, sauf celle du Japon, se sont donc alignées à la baisse sur cette tendance baissière. Donc il y a une politique monétaire qui devient accommodante en Occident de plus en plus, et donc il est déjà en Chine. Ça, c'est un facteur de soutien. De manière générale, la baisse des taux d'intérêt du marché, est un facteur de soutien au cours de l'or. Troisième facteur de soutien, la prime de risque géopolitique. Alors là, naturellement, bon, on n'est même pas obligé d'allumer sa télévision et de regarder les médias en continu pour comprendre que ce moteur joue à plein régime à la hausse depuis 2 ans, avec le conflit en Ukraine, la situation au Proche-Orient. Vous voyez, c'est très important de peser ces mots lorsqu'on évoque cette région. La situation compliquée au Proche-Orient et beaucoup de conflits potentiels. Je pense que cette prime de risque géopolitique, bien sûr, cessez-le-feu, accord de paix, ce sont des éléments qu'il faut souhaiter. Et dites-vous bien une chose, c'est que lorsqu'il y aura un cessez-le-feu au Proche-Orient, je ne sais pas, un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, mécaniquement, l'effet sera baissier sur l'or. Parce que dans la hausse de l'or des derniers mois, la prime de risque géopolitique a joué à plein régime. Attention donc à cet aspect-là. Raison de plus, peut-être de prendre des bénéfices. Sauf si vous croyez à la guerre éternelle ou à des degrés supérieurs. Quatrième facteur de soutien, il y a eu de très importants flux sur les ETF européens, asiatiques, US sur le gold, et beaucoup de flots entrants sur les options et futurs gold. La demande financière joue à plein régime, en lien direct avec la baisse du dollar américain et la baisse des taux d'intérêt. Cela, je pense que ça va continuer. Si vous prenez les données du World Council, vous avez ici les flux ETF nord-américains, Europe, Asie. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il y a eu des inflows positifs sur les 3 régions. Si je prends par exemple sur le 3e trimestre, ce sont des inflows positifs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Et lorsque je regarde maintenant les mêmes types de données, selon le rapport Commitment of Traders, les flots entrants chez les money managers sur les contrats futurs et contrats d'options gold, ça ne cesse de monter. Alors par contre, attention, parce que là aussi, la position nette est pas loin d'une résistance de long terme. Donc ce sont, je pense, des facteurs qui vont continuer d'agir sur l'or, mais ça ne change pas le fait que, bon, nous sommes au contact d'objectifs de cours importants, et ça n'empêchera pas, par exemple, une correction intermédiaire. Une correction intermédiaire, et peut-être avant de repartir, aller chercher ces 2700 $. Un retour à la moyenne mobile à 50 jours. Un retour, en fait, sur des supports en données journalières, avant de repartir. Mais en tout cas, donc, cela va continuer de jouer. Alors, l'incertitude politique américaine, naturellement, cela va jouer encore au moins jusqu'aux élections du 4 novembre prochain. Il y a une réalité d'incertitude, puisque c'est très serré dans les sondages entre les démocrates et les républicains. Vous savez, la haute finance américaine n'aime pas l'incertitude. Alors, je ne dis pas que c'est l'incertitude sur l'élection américaine là, qui a permis à l'or de monter. C'est un facteur plus secondaire, mais tout de même, cela va jouer. Alors, lorsque l'élection sera terminée, est-ce que cela va enlever de l'incertitude? Si oui, dans ces cas-là, ça peut agir à la baisse marginalement sur le cours de l'or. Quatrième facteur de soutien, la probabilité d'une récession économique américaine et de manière générale les incertitudes globales macro. Donc ça, je vous ai fait tout un Top Gun sur ce sujet lundi, où j'ai passé en revue
tous mes baromètres de récession économique américaine-US pour vous montrer qu'il y avait un message assez mitigé, mais il y a de l'incertitude, avec certains baromètres de récession qui donnent des alertes rouges ou noires. Bien sûr que cela a entretenu l'or, la tendance de l'or. Et de manière générale, alors n'oubliez pas, faites attention, vous avez cette semaine, ce vendredi, la mise à jour du rapport NFP aux États-Unis avec 2 grands seuils d'alerte, le seuil de 4,4% de la population active pour le taux de chômage aux États-Unis et le seuil des 100 000 pour les créations nettes d'emplois. Si le taux de chômage dépasse les 4,4% de la population active et si les créations nettes d'emplois basculent sous 100 000, cela va considérablement augmenter la probabilité d'une récession aux États-Unis et se traduire. Et cela sera un facteur de soutien pour le gold. La demande d'or des banques centrales, alors ça reste un facteur de soutien de long terme. Ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Je vais d'ailleurs regarder, je vous mets ici les... Voilà. Mais comme vous le constatez, la tendance, le trend devient plutôt baissier ces derniers trimestres. Et c'est parce qu'en fait, la Chine a arrêté d'acheter, la Banque centrale de Chine a arrêté d'acheter de l'or depuis 2 trimestres. Mais elle en a énormément acheté avant. Elle se dit que le prix est trop élevé. Donc là, il faut... Alors, entre-temps, c'est vrai que la Banque centrale d'Inde a pris un peu le relais. Et de manière générale, de toute façon, les banques centrales constituent en fait, vous avez ici les statistiques de la demande d'or entre la demande physique en joaillerie, la demande en technologie, la demande financière, la demande des banques centrales. Les banques centrales seront toujours là. Mais vous constatez que le trend est en train de ralentir par rapport à 2022 et 2023, qui fut le début de la vaccin d'ailleurs. Et enfin, donc, la demande d'or physique en Chine et en Inde. Alors ça, c'est un facteur de soutien de fond, mais vous le savez, en Chine, l'économie chinoise a du mal à être lancée. Alors, ça, c'est vraiment à suivre, parce que vous savez que la semaine dernière, la Chine a annoncé l'engagement de puissantes mesures de soutien pour son économie et ses marchés financiers. La Chine représente actuellement environ 28% de la demande mondiale d'or physique, et c'est quand même gigantesque comme part. Et dites-vous bien une chose, c'est que là, la Chine fait son possible pour relancer la consommation des ménages, la confiance des ménages, des consommateurs chinois, qui sont de gros consommateurs de produits de luxe, de gros consommateurs de joaillerie, notamment en or. Regardez l'impact en bas à droite que les mesures de relance chinoises ont eu sur le marché action chinois. Alors, effectivement, bien sûr que toutes ces mesures que je vous ai redétaillées ici, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs semaines pour que cela vienne rebooster la consommation des ménages chinois, mais si c'est le cas, s'ils reprennent confiance, eh bien cela viendra booster la demande d'or en joaillerie en Chine, qui pèse 28% du total. Donc forcément, ça peut permettre finalement alors de continuer. Alors jusqu'où ce cycle haussier va se développer sur l'or, tant qu'il n'y aura pas de pattern de renversement haussier. Regardez, rappelez-vous ici, on est en surachat ici, et il a fallu tout ça. Donc pour certains, même si à court terme, on devait faire une correction intermédiaire, pour certains, on irait même à 3000. On va arriver sur des objectifs de cours où pour aller chercher des targets, il faudra passer en échelle logarithmique. Alors oui, là, effectivement, si je passe en log, ah bah ça me donne du 3200. Et là, c'est vraiment si on a une extension du mouvement. On aura le temps d'en reparler. Moi, je dis simplement, attention à court terme. Le fait d'avoir atteint des targets, et de toute façon, l'or ne fait regarder. Impulsion, range, impulsion, range, impulsion. Donc, il construit son mouvement. Ce ne serait pas surprenant d'avoir une pause, ne serait-ce donc qu'à court terme. Or versus Bitcoin, l'arbitrage pourrait évoluer ces prochains mois, puisque vous le savez, le quatrième trimestre de l'année post-halving est généralement favorable à l'appréciation du prix du BTC. Je vous invite notamment à surveiller le ratio Bitcoin-Gold, qui est sur un gros support. Et si ce ratio était capable de ressortir par le haut du nuage, comme il l'a fait ici, il y aurait une vraie surperformance du Bitcoin vis-à-vis de l'or, et donc peut-être des déplacements de capitaux en défaveur du gold. Cela pourrait effectivement appuyer l'impact de ces résistances de long terme, ici donc, qui ont été atteintes.
Voilà, chers amis, merci à toutes et à tous, j'espère que ça vous a plu, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, et prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour le Top Gun.